à mal, comme les maisons en front de mer durant un ouragan. Imaginez que nous perdions les satellites qui assurent le relais de nos téléphones portables, des signaux télévisés et des transactions bancaires. Que se passerait-il si au même instant, la panne des réseaux électriques plongeait des régions entières dans l'obscurité durant des heures, voire des semaines? Si ces services n'étaient pas rapidement rétablis, on serait au bord du chaos. Il y aurait une répercussion en chaîne sur toute la société. Cela toucherait tous ceux qui vivent sur Terre. Les tempêtes solaires sont aussi difficiles à prévoir que les ouragans. Si les météorologues n'ont pas les moyens techniques de prédire la prochaine tempête parfaite, ils savent en revanche qu'elle devrait se produire à l'apogée du cycle solaire de 11 ans. Ce qui se passe, c'est que le Soleil inverse la direction de son champ magnétique tous les 11 ans. C'est-à-dire que tous les 22 ans, il revient à son point de départ. Au fur et à mesure que l'on approche du changement de cap, tous les 11 ans, le nombre de taches solaires augmente et l'on note un pic de l'activité solaire. On parle de maximum solaire. Et ces phases sont entrecoupées tous les 5 ans environ de périodes appelées minimum solaire. Ce mouvement s'étale donc sur 11 ans, avec un soleil hyperactif et pris de folie. On dirait les feux d'artifice du 14 juillet. Puis cela se calme, et pendant quelques années, le soleil est assez paisible, jusqu'à atteindre un creux où il n'y a plus guère qu'un pétard qui éclate de temps en temps. Tout comme la saison des ouragans, les maxima solaires sont d'intensité variable. Certains produisent des tempêtes bien plus violentes que d'autres. Et bien que nous soyons actuellement dans une phase de minimum solaire, les scientifiques étudient soigneusement les catastrophes que le prochain épisode risque de déclencher. Le dernier maximum solaire se situe aux environs de 2001. Le prochain devrait donc avoir lieu vers 2012, mais les prévisions varient. Les physiciens spécialistes du Soleil retiennent leur souffle en attendant de voir ce qui va se passer. Les opinions sont extrêmement divergentes. Certains prétendent que le prochain cycle solaire pourrait être le plus violent de l'époque contemporaine. Si ces prédictions se réalisaient, la Terre pourrait en voir de toutes les couleurs. Il y a du souci à se faire si l'événement de 1859 se répète. Les dégâts pourraient être colossaux. Le jour où le Soleil va piquer une crise, on en apprendra long sur la réactivité de notre technologie. Une bonne partie de la violence du Soleil explose ici, dans cette partie infernale de l'atmosphère, appelée la couronne. Cette région a longtemps recélé l'un des grands mystères solaires. En effet, bien qu'elle se trouve à près d'1 million de kilomètres du noyau générateur de chaleur, la température s'y mesure en millions de degrés, ce qui semble contredire toutes les lois de la physique. C'est très étrange. Là, j'ai un thermomètre. Si je l'approche du feu, il indique une température élevée, à peu près 100 degrés centigrades. Si je l'écarte un peu du feu, on obtient quelque chose comme 36 degrés centigrades. Plus je l'éloigne du centre, plus la température tombe. Dans la couronne du Soleil, il fait aussi chaud que dans le noyau. C'est à peu près comme si je disais que là, loin derrière moi, la chaleur du feu était semblable à celle du feu lui-même, alors qu'on en est très éloigné. Qu'est-ce qui peut bien causer cette surchauffe de la couronne? La réponse est plutôt étonnante. Dans l'enfer de la couronne solaire se déchaînent des millions de degrés. Des siècles durant, les scientifiques se sont demandé comment quelque chose d'aussi éloigné du noyau solaire pouvait brûler aussi fort. Récemment, des satellites très sophistiqués ont offert une vue plus précise de la surface solaire, et certains indices ont commencé à apparaître. Sous la couronne, la surface du Soleil bout littéralement. Toute la surface du Soleil est recouverte de cellules de convection. De la matière en fusion s'en élève, atteint la surface, se refroidit en brillant, c'est la lumière que produit l'astre, puis retombe. Chaque bulle de matière qui émerge et qui fait approximativement la taille du Texas s'étale à la surface, refroidit et retombe en l'espace de 5 minutes. C'est un processus d'une violence incroyable et qui se produit à des millions d'endroits sur toute la surface du Soleil, 24 heures sur 24. Ce bouillonnement n'est pas seulement violent, il fait aussi un bruit assourdissant. Le Soleil est un endroit prodigieusement bruyant.
Essayez de vous imaginer toute la surface du Soleil recouverte de haut-parleurs, réglés aussi fort que les concerts de rock les plus décoiffants, et vous aurez une petite idée de l'univers sonore qui y règne. La surface bouillonnante du Soleil crée suffisamment d'énergie sonore pour surchauffer la couronne à des millions de degrés. Les scientifiques pensent que c'est la combinaison de ces ondes sonores avec l'énergie du champ magnétique solaire qui est responsable des températures extrêmes qui règnent dans la couronne. Depuis la Terre, on ne peut apercevoir la couronne qu'à l'apogée d'une des manifestations les plus surprenantes de notre système solaire, lors d'une éclipse totale de Soleil. Avant que les physiciens ne les aient compris, ces événements inspiraient la peur. Les Chinois croyaient qu'un dragon dévorait le Soleil. Que se passe-t-il réellement lors d'une éclipse de Soleil? Pour faire simple, la Lune nous bouche la vue du Soleil. Imaginez que vous soyez au cinéma en train de regarder tranquillement ce qui se passe à l'écran et que quelqu'un traverse la rangée de sièges qui est devant la vôtre et vous bouche la vue. Au cinéma, peut-être n'apprécieriez-vous pas que cette personne vienne vous boucher la vue. Mais dans le cas d'une éclipse, c'est une chance que la Lune vienne se placer devant le Soleil. On en est même ravis. C'est également une chance que la Lune, 400 fois plus petite que le Soleil, soit aussi 400 fois plus près de nous. Cette coïncidence cosmique signifie que les deux objets se trouvent avoir apparemment la même taille dans notre ciel, de sorte que l'une vient obscurcir parfaitement le second. Ce somptueux événement cosmique ne se produit que lorsque le chemin de la Lune croise la ligne qui sépare la Terre du Soleil. L'orbite lunaire est légèrement inclinée d'environ 5 degrés. Si ce n'était pas le cas, nous aurions une éclipse tous les mois. Ce serait ennuyeux. Mais si l'on ne s'ennuie pas, c'est que la plupart du temps, la Lune passe au-dessus ou en dessous de cette ligne qui relie la Terre au Soleil. De sorte qu'au lieu d'en avoir une fois par mois, on a une éclipse totale quelque part sur Terre tous les 18 mois environ. En se glissant face au Soleil, la Lune projette une ombre sur la Terre. La partie externe, où l'ombre est plus légère, s'appelle la pénombre. Si tandis qu'elle se déplace à la surface de la Terre, vous vous trouvez dans l'espace que trace la pénombre, vous ne verrez qu'une éclipse partielle. Mais si vous allez vous poster sur le chemin de cette zone interne, foncée, appelée l'ombre, vous pourrez apprécier le spectacle majestueux d'une éclipse totale. Si vous ne pouvez vous rendre sur le chemin de la totalité, il reste une solution. Attendez quelque part suffisamment longtemps et une éclipse totale passera juste au-dessus de votre tête, environ une fois tous les 300 ans. Le Soleil, brillante étoile de notre système solaire, peut être à la fois d'une beauté époustouflante et d'une violence féroce. Et même si c'est difficile à croire, il ne sera pas éternellement là. Même le Soleil doit mourir un jour. Le Soleil renferme dans son noyau une quantité de carburant déterminée. Et il est soumis à la fusion à un rythme que l'on peut calculer. Admettons que nous ayons ici la vitesse de combustion de son carburant et ici la quantité de carburant dont il dispose. Un calcul très simple met en évidence le moment où le Soleil va mourir d'ici 5 milliards d'années. C'est dommage, mais le Soleil ne s'éteindra pas avec éclat. Il est trop petit pour exploser comme une supernova. Les étoiles ont une spécificité. Elles comptent parmi les rares éléments qui refroidissent en se réchauffant. Tandis qu'elle épuisera son carburant, l'hydrogène, notre plus proche étoile se refroidira et s'effondrera petit à petit sous l'effet de la gravité. L'énergie générée par cet effondrement commencera à réchauffer le noyau à des centaines de millions de degrés, une température à laquelle l'hélium brûle. Sous l'effet de la chaleur que produira l'hélium en brûlant, le Soleil se dilatera jusqu'à devenir un globe monstrueux appelé géante rouge. À force de gonfler, il pourra engloutir les orbites de Mercure, de Vénus et de la Terre. Mieux vaut ne pas être dans les parages à ce moment-là. Avant cela, nous devrons passer d'une planète à l'autre pour assurer notre sécurité. Tandis que l'étoile se dilatera, la Terre changera légèrement d'orbite pour ne pas être engloutie. Il n'empêche qu'en termes de réchauffement, mieux vaudra ne pas traîner par là. Les strates externes de notre Soleil deviendront finalement si instables qu'elles éclateront dans l'espace, laissant derrière elles un petit noyau de la taille de la Terre à peu près.
Reprenons. La taille du Soleil, qui fait 1 600 000 km de diamètre, sera revenue à celle de la Terre, qui fait à peu près 10 000 km de diamètre. Ce qui fut notre plus grande étoile sera devenu un noyau de cendres qui se refroidissent lentement. La vie sur Terre telle que nous la connaissons cessera d'exister. C'est ça, la mort du Soleil. Voici de bien mauvaises nouvelles pour le genre humain. Mais voyons les choses du bon côté. Nous avons 5 milliards d'années pour nous préparer à la catastrophe. Pour l'instant, l'humanité continue de se prélasser à la lumière d'un soleil qui n'est qu'à l'aube de son existence. La science a percé bon nombre de ses secrets, et sa colère nous inspire aujourd'hui plus de méfiance que sa beauté ne suscite notre admiration.